Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Banal, je suis en charge des relations commerciales pour la France et je serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Five Ways to Make Your Postgres GPDR Ready. Aujourd'hui, Mark Linster, SVP Product Development and Support chez EDB, va vous expliquer au travers de cette présentation de quelle manière vous pouvez préparer vos bases de données Postgres aux prochaines directives européennes concernant le règlement général sur la protection des données. Avant tout, quelques informations. Premièrement, cette présentation sera en français. Elle sera enregistrée. Nous partagerons l'enregistrement ainsi que les slides à la fin, dans les jours qui viennent. Vous pourrez ensuite, évidemment, les échanger avec vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas parler durant la présentation. Néanmoins, je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions que je transmettrai à la fin à Marc. Enfin, cette présentation va durer 30 minutes, plus 10 minutes supplémentaires qui seront consacrées aux questions-réponses. Si nous manquons de temps, nous essaierons de répondre à vos questions par email. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marc Lister et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Alexandre pour l'introduction. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de 5 façons de vous préparer pour le RGPD. Donc, c'est le règlement général sur la protection des données. Un règlement un peu différent d'une directive. Ce règlement s'applique à tous les pays de l'Europe ou de l'Union économique en même temps. Le but du RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, est de créer une harmonisation des règles et procédures concernant les données personnelles. Donc aujourd'hui, sur l'agenda, je vais d'abord parler un peu du RGPD. Je vais vous donner un aperçu des articles clés. Puis on va parler un peu des caractéristiques nécessaires d'un logiciel de base de données pour se conformer aux exigences du RGPD. Je vais vous parler un peu des différences entre Postgres de EDB et de PostgreSQL ou d'un Postgres, disons, do-it-yourself, où vous êtes responsable pour le support et les décisions architecturales concernant le support. Donc, d'abord, parlons un peu du RGPD. Le RGPD remplace la directive sur la protection des données personnelles, directive datant de 1995. La différence entre une directive et un règlement, c'est que une directive ne s'applique qu'aux pays individuels après que les pays ont vraiment, créé les lois et les règlements nécessaires pour l'application. Le RGPD est un règlement, donc ce règlement s'applique dans tous les pays de l'Union économique le même jour. Ce jour sera le 25 mai, donc c'est dans 106 jours. Okay, c'est un délai très très court. Le RGPD s'applique à toutes les organisations qui ciblent les résidents européens par le profilage ou qui offrent des biens et services aux résidents européens. Donc, ce n'est pas un règlement qui ne s'applique que aux entreprises européennes, c'est un règlement qui s'applique aux entreprises mondiales qui font du business en Europe. Il faut bien comprendre que dans le cadre du RGPD, on distingue entre ce qui s'appelle en anglais le contrôleur et le processeur. Contrôleur, en français, c'est le responsable du traitement. Et le processeur, c'est le sous-traitant. Donc, le responsable du traitement, c'est celui qui fait la collection des données, qui en fait communique avec les personnes dont on collecte les données. Et le processeur ou le sous-traitant, c'est celui qui, par exemple, fait l'analyse, la corrélation, le profilage, etc. Le RGPD présente des sanctions très importantes, des sanctions qui peuvent atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise qui a des violations de ce règlement. Je vous recommande de consulter le site web, donc le EU GDPR.org,
que la Commission a créé pour présenter des ressources bien détaillées. C'est pas juste le texte de la loi, mais il y a aussi des questions fréquemment posées. Il y a beaucoup d'autres informations sur ce site web. Donc, je vous recommande de consulter ce site web pour mieux comprendre comment se préparer pour le RGPD. Une chose que je vais continuer à vous rappeler pendant cette présentation, c'est que le RGPD n'est pas explicite en ce qui concerne l'implémentation technique des règles. Les bonnes pratiques sont toujours, disons, émergentes, sont toujours en développement. Donc, on n'a que 106 jours pour les implémenter, mais disons, les bonnes pratiques sont toujours en développement. Donc, je vous recommande de peut-être contacter des consultants, de nous contacter, mais aussi d'avoir des discussions avec tes collègues pour mieux comprendre ce que le RGPD engendre pour vous. Bon, peut-être une chose juste, le RGPD se concentre sur les données personnelles. Les données personnelles, ce sont par exemple le nom, des images, le courriel, le numéro téléphonique, les anniversaires. Donc c'est une définition, disons, pas très précise, mais je crois qu'on comprend tous que ça se concentre sur les données personnelles. Bon, parlons un peu de l'impact du RGPD sur le vendeur de logiciels. En principe, le vendeur du logiciel de base de données doit vous vendre un logiciel bien supervisé, stable, sécurisé et fiable. On verra dans cette présentation qu'il y a un nombre d'articles dans le RGPD qui ne parlent pas seulement de la sécurité des données, mais aussi de la stabilité et de la fiabilité des systèmes dans lesquels ces données sont gérées. Donc, en principe, le RGPD vous demande d'implémenter des solutions de bon sens pour l'administration de banques de données. Un administrateur de base de données ou une équipe qui sont responsables pour la gestion des données peuvent utiliser le RGPD pour finalement forcer une organisation d'implémenter des pratiques standards. Ces pratiques, comme par exemple la haute disponibilité, la sauvegarde, le recouvrement, la gestion des mots de passe, le cryptage, le auditing, etc., ces pratiques ne sont pas nouvelles. Ce sont là des pratiques de bon sens. Maintenant, il est grand temps, parce qu'on n'a que jusqu'au 25 mai, il est grand temps, il faut enfin définir les règles d'accès, l'auditing, la rétention des données, le cryptage, etc. Ceci sont des mesures standards pour protéger les données personnelles. Donc, en principe, pour l'administrateur des bases de données, ceci n'est rien de nouveau. Maintenant, il faut faire dans les 106 jours à venir les choses qu'on aurait dû faire pendant des années. Le RGPD est un document assez volumineux. En français, c'est 88 pages avec 99 articles. Je vous recommande de les lire tous. Mais dans cette présentation, on va se concentrer sur les 6 articles clés pour l'administrateur des bases de données ou, disons, l'équipe qui est responsable pour les bases de données. Tous ces articles se concentrent sur des données personnelles, mais aussi la gestion et la sécurisation de ces données. Commençons par l'article 17. C'est le droit à l'effacement ou le droit à l'oubli. Souvent, on fait référence au droit à l'oubli, mais en fait, le texte dit c'est le droit à l'effacement.
Donc, on va parler de tous ces articles en plus de détails sur les slides à venir. Puis l'article 20, c'est le droit à la portabilité des données. Cela veut dire que une personne concernée peut demander d'avoir une copie de ces données en format lisible par machine. Puis l'article 25, un article très intéressant, ensemble avec l'article 32. Donc l'article 25 parle de la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut. Donc, dans le design, dans l'architecture du système de gestion, il faut, dès le début, mettre en place les critères nécessaires pour protéger les données par défaut et du moment qu'on a reçu les données. L'article 32 parle de la sécurité de traitement, ce qui est très intéressant parce qu'en général, on pense moi j'aurais pensé que des lois qui traitent de la sécurité des données personnelles se concentrent uniquement sur la sécurité, donc la protection des données personnelles, tandis que le RGPD parle aussi du traitement et de la stabilité du traitement, du backup, du sauvegarde, du recouvrement, aux disponibilités, etc. Puis les articles, en anglais, on dirait that's where the teeth are. Les articles les plus problématiques, ce sont les articles 33 et 34. C'est là les articles qui parlent de la notification aux autorités ou à la personne concernée lors d'une violation des données à caractère personnel. L'article 33 est très explicite que vous avez 72 heures pour notifier les autorités lorsqu'il y a eu une violation des données à caractère personnel. Les mêmes délais sont décrits dans l'article 34, mais il n'y a pas référence aux 72 heures, mais autrement, ils utilisent les mêmes mots. Donc, le fait que vous n'avez que 72 heures est un élément très, très important parce que ça parle beaucoup de l'auditing, de la supervision et du management de la base de données parce que il faut être au courant de ces violations tout de suite et puis avoir un processus très, très rapide, très, très robuste pour notifier les personnes et les autorités. Bon, parlons maintenant un peu de ces articles en plus de détails. L'article 17, donc le right to be forgotten ou le droit à l'effacement, le droit à l'oubli. En haut à droite, il y a le texte original ou un extrait du texte original qui dit que le droit de l'effacement doit être effectué dans les meilleurs délais possibles. Okay. Donc, le RGPD n'est pas explicite et dit que, bon, vous avez 1 jour, 5 jours ou 10 jours ou 1 an pour effacer les données d'une personne qui vous a demandé de l'oublier. Okay. Mais le texte est quand même assez spécifique en disant dans les meilleurs délais possibles. Quand est-ce que quelqu'un peut vous permettre ou quand est-ce que vous devez implémenter des procédures d'oubli ou des procédures d'effacement? Bon, c'est si une personne concernée vous retire le consentement. Ou donc c'est là l'aspect disons le meilleur connu, mais l'autre aspect c'est aussi si les données ne sont plus nécessaires pour effectuer nécessaire à l'activité pour laquelle on avait reçu le consentement. Donc, il faut savoir quand les données peuvent être effacées juste parce qu'ils sont plus nécessaires ou parce que le consentement n'est plus applicable. Okay? Donc, ce n'est pas justement lorsque la personne retire le consentement, c'est que lorsque le consentement n'est plus applicable. Okay? Il y a beaucoup de discussions sur les conférences comment implémenter ce droit à l'oubli.
une des propositions, c'est que on utilise la période de rétention ou la période d'archivage pour éliminer les données pour lesquelles le consentement n'est plus applicable. Okay? Mais il faut toujours avoir d'autres processus pour oublier quelqu'un qui demande d'être oublié. Un peu plus de détails pour cet article. Comment est-ce qu'on traite comment on traite les backups ou les sauvegardes lors du recouvrement? En principe, l'article 17 dit que ce n'est pas juste le droit à l'oubli, mais c'est le droit à l'effacement. Donc, est-ce qu'on va effacer maintenant des données dans les fichiers de backup, dans les fichiers WAL, dans l'infrastructure Point-in-Time Recovery? Nous, on pense que il vaudrait mieux considérer ne pas faire cela parce que l'article 32, qui se concentre sur la sécurité du traitement, parce qu'on aurait des conflits potentiels avec l'article 32. Parce que du moment qu'on change les fichiers WAL ou des fichiers de sauvegarde différentiels ou incrémentels, à ce point-là, le recouvrement ne sera plus possible. Donc moi, je crois que c'est là une contradiction à l'article 32. Dans quelques conférences, on a discuté une idée ou proposé une idée qui disait créons un script qui efface les individus après le recouvrement de la base de données. Donc, on note tous les individus, toutes les personnes concernées qui veulent être oubliées. Et chaque fois qu'on fait un recouvrement de la base de données, on réeffectue ce script pour en fait effacer ces personnes. C'est là une proposition implémentée par différentes entreprises. Mais je vous rappelle de nouveau que le GDPR ou le RGPD n'est pas explicite en ce qui concerne l'implémentation technique de ces règles et que les bonnes pratiques sont toujours émergentes. Donc, parlez à vos collègues pour vérifier ces idées et pour vérifier qu'elles sont bien applicables dans votre business. Autre problème à côté des backups, c'est les logs. Les logs contiennent souvent des données personnelles. Donc, il faut essayer de minimiser ces données personnelles qui sont contenues dans les logs. Il faut crypter tous les logs. Et puis, il faut effacer les logs qui sont plus applicables. Et il faut se rappeler d'effacer ces logs sur tous les médias de sauvegarde. Okay? Donc, il faut éliminer le log aussitôt que possible. C'est là une stratégie qu'on va retrouver dans d'autres articles, c'est la minimisation des données, parce que si vous n'avez pas les données, elles ne peuvent pas être violées. Donc, continuons sur l'article 20. L'article 20 parle du droit à la portabilité de données. Et en fait, ça veut dire que une personne qui est concernée peut vous demander de leur donner leurs données en format lisible par machine. Donc, pour Postgres, nous on recommande de créer une solution qui vous permet d'envoyer ces données en format, disons, JSONB, XML ou CSV, parce que c'est là des formats quand même qui sont lisibles par machine et qui peuvent être utilisés pour recréer les données d'une personne concernée chez un autre provider. L'article 25, article très très intéressant, parce qu'il parle de la protection des données dès la conception et par défaut. Donc, il faut implémenter des mesures pour assurer que les données soient bien protégées. Il y a deux aspects là. C'est la minimisation des données, donc lors de la sauvegarde ou de l'archivage, on essaye d'éliminer,
oui, d'éliminer, d'effacer tous les détails, toutes les données dont on n'a plus besoin. Et on essaye d'acquérir le minimum de données possible. Certainement, ce minimum doit être en ligne, ou les données qu'on acquiert doivent être en ligne avec le consentement de la personne concernée. C'est là un grand conflit, ou un grand conflit fréquent avec des stratégies big data. Normalement, dans des stratégies big data, on collecte tout, juste au cas où on en aura besoin, et on garde tout pour pouvoir faire des analyses historiques. Ça n'est pas en ligne avec les exigences de l'RGPD qui demandent la minimisation des données. Autre aspect, c'est la pseudonymisation des données. Donc, on sépare les données statistiques des données personnelles. Donc, si vous envoyez des fichiers à un sous-traitant, vous n'envoyez que les données statistiques, pas les données personnelles. C'est là une façon aussi de protéger les données personnelles en les séparant, disons, des données transactionnelles, par exemple, qu'est-ce que la personne a acheté, quelle page web, est-ce que la personne a visité, etc. Il faut juste se méfier de la réidentification des données. Aux États-Unis, on a fait quelques études et on sait très bien qu'environ 90% de la population peut être identifiée par nom si, du moment qu'on connaît le code postal, l'âge et le sexe. Donc, même si ces données-là ne sont pas considérées des données personnelles et peuvent être du côté transactionnel, elles sont suffisantes, au moins aux États-Unis, pour réidentifier la personne. Donc, il faut se fier de cet aspect. Parlons un peu de l'article 32. Bon, l'article 32 se concentre sur la sécurité de traitement. Parle de la pseudonymisation et le chiffrement des données personnelles, ce qui veut dire que vous pouvez implémenter des techniques de data redaction et de masquage des données. Vous pouvez implémenter des techniques de cryptage au niveau du disque, mais aussi au niveau de la colonne des données. Il faut avoir les moyens permettant la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience du système. C'est là des exigences très intéressantes parce que normalement, dans de tels règlements, on se concentre juste sur la protection contre les violations des données. Donc, le contrôle d'accès, la gestion des mots de passe, etc. Bon, intégrité, nous on parle Postgres, l'intégrité est assez garantie avec le modèle Postgres pour la transactionnalité acide. Mais il faut avoir aussi les moyens de haute disponibilité et les moyens de sauvegarde et de recouvrement. Parce que la RGPD demande aussi les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données dans des délais acceptables en cas d'incident technique. Donc, il faut avoir le high availability et le backup. Bon, et puis, il faut avoir les procédures de test et d'analyse pour vérifier le bon fonctionnement de toutes ces mesures. Donc, il ne faut pas justement implémenter la technologie, il faut aussi vérifier et vérifier encore une fois pour s'assurer du fait qu'on a tous les processus en place pour garantir la sécurité du traitement. Bon, un peu plus de détails. Les considérations de sécurité classique. Donc, on a la base de données. Au niveau de la base de données, il faut contrôler l'accès aux tableaux, aux tables, aux colonnes, aux lignes, aux vues, et il faut bien comprendre des définitions ce qu'on appelle en Postgres security barriers. Il faut aussi considérer le cryptage des données au niveau des colonnes.
Bon, qu'est-ce qu'on fait du côté des fichiers des données? Du côté des fichiers de données, on recommande le cryptage au niveau du disque. Ces deux moyens de cryptage, nous on recommande qu'ils sont connectés à des systèmes de gestion pour les clés de cryptage. Mais il y a aussi le serveur de la base de données qui doit être protégé. Donc il faut parler de l'accès par réseau au serveur Postgres, donc là c'est le hpa.conf par exemple, mais il faut aussi contrôler l'identification des utilisateurs, donc c'est les mots de passe, les rôles, les users, etc. Mais aussi au niveau du serveur, il faut se protéger contre les attaques SQL injection qui sont toujours un problème. Il faut implémenter des techniques de rédaction ou de masquage, de l'auditing, pas justement au niveau DDL, de la définition des structures de données, mais aussi au niveau de manipulation des données. Il faut contrôler l'accès au host, okay, donc l'accès sur niveau root ou juste à un niveau command prompt. Et puis, il faut contrôler l'accès physique au centre de données. Et puis, le cryptage en transit. Donc, les mesures de sécurité sont des mesures, de multiples mesures. Ce n'est pas juste une seule mesure. Il faut utiliser tous les moyens disponibles dans Postgres pour bien protéger les données. Un exemple de rédaction des données. Cet exemple, premier paragraphe, parle ou vous donne la vue de l'utilisateur privilégié. Donc, l'utilisateur privilégié peut avoir le nom, le code, c'est l'équivalent du code INSEE. Donc, aux États-Unis, le Social Security Number, en France, ce serait le code INSEE, le numéro de téléphone, mais aussi l'anniversaire. Tandis que l'utilisateur non privilégié peut voir le nom, il ne peut pas voir les détails du code INSEE, il peut voir le numéro téléphonique, mais disons, pour l'anniversaire, il ne peut pas voir l'année de l'anniversaire, juste le jour de l'anniversaire. On implémente de telles techniques en utilisant les moyens de Postgres, comme par exemple les vues, les fonctions et le chemin de recherche. L'intégrité, la sauvegarde et la restauration de la base de données sous un outil de supervision sont très importantes. Pourquoi? Mais parce que le RGPD vous demande de pouvoir rétablir le fonctionnement de votre système dans des délais applicables, mais aussi, vous n'avez que 72 heures après ce qu'on appelle une breach ou une violation des données personnelles. Vous avez 72 heures. Donc, il faut être notifié de cette violation. Donc, il faut avoir des outils de supervision. Et puis, il faut avoir les procédures pour bien notifier les autorités et les personnes concernées. Parlons un peu des demandes de notification. Il faut détecter une violation, donc il faut avoir le auditing, mais il faut aussi vérifier l'auditing. Il faut avoir des outils pour détecter des attaques, disons, par SQL injection. Et puis, il y a deux articles de notification, l'article 33 qui se concentre sur la notification des autorités et 34 sur les notifications aux personnes concernées. L'article 34 est très explicite que s'il y a une violation, donc une breach, mais les données ont été encryptées, donc chiffrées, donc ne peuvent pas être utilisées contre la personne pour vraiment créer des dommages, une notification n'est pas nécessaire. L'article 33 a un vocabulaire comparable, donc nous on est d'avis que s'il y a vraiment cryptage des données, une notification n'est pas absolument nécessaire. Mais le cryptage n'est pas la seule solution.
Le chiffrement n'est qu'un seul outil. Il faut établir multiples périmètres de sécurité. Juste comme la filiale bancaire qui a un verrou sur la porte d'entrée, une caméra pointée sur la porte du coffre, le coffre a un code d'accès et chaque casier a au moins 2 clés. Donc, dans cet exemple, il y a aussi multiples périmètres de sécurité. Vous devez faire la même chose avec votre base de données pour être conforme aux exigences de la RGPD. Comparons un peu un Postgres, disons, do it yourself ou fais-le toi-même, et le Postgres en travaillant avec Enterprise DB. J'ai parlé des exigences pour la gestion des mots de passe. Gestion de mots de passe, ça veut dire, pour ceux qui viennent, disons, de Oracle, ils savent que dans Oracle, on a les password profiles pour vérifier la complexité, la longueur, la réutilisation, etc. des mots de passe. Un outil très, très important si on veut protéger des données personnelles. En Postgres, vous n'avez pas de tels moyens, vous devez créer quelque chose de comparable vous-même. Pour l'autorisation, bon, vous avez les Access Control Lists, mais aussi en Postgres, dans les dernières versions, vous avez les Row Level Security. Auditing, l'audit dans Postgres est entremêlé avec les logs du système. Nous, on pense que c'est là quand même assez limité. Il n'y a pas de technique dans Postgres ou pas d'outil dans Postgres pour détecter des attaques SQL injection. Le cryptage du disque, il faut créer vous-même. Vous utilisez LAX ou quelque autre technique au niveau Linux pour créer ça, mais il n'y a pas de moyen dans Postgres pour faire. Le support 24 heures par 24, bon, c'est à vous d'être toujours au qui-vive et bien informé. Si vous êtes en charge, s'il n'y a pas de support, disons, d'un autre vendeur. Puis, data redaction. Vous pouvez créer votre propre data redaction en utilisant les vues, les fonctions, les chemins de recherche, etc. Et puis, pour les bonnes pratiques, pour la sécurisation, de nouveau, c'est à vous de les inventer. Si vous travaillez avec EDB Postgres, nous, on a créé des password profiles qui sont absolument comparables ou même compatibles avec les password profiles d'Oracle, juste parce que des grands clients au niveau financier nous avaient demandé de leur aider à créer les infrastructures pour gérer les données personnelles et être PCI compliant. Pour l'autorisation, tandis que Postgres Standard a le RLS, nous on a implémenté le Virtual Private Database, absolument comparable à ce qu'Oracle a fait pour protéger l'accès des données au niveau des lignes. Le auditing, nous on a séparé le audit log du log du système et on a créé beaucoup plus de moyens pour faire l'auditing de plus d'opérations. SQL Injection Attacks, nous on a créé la SQL Protect juste pour ce moyen-là. Et puis le cryptage sur disque, nous on a des procédures bien documentées pour créer le cryptage sur disque, mais on a aussi créé une extension de PGCrypto pour vous permettre de faire une gestion du cryptage au niveau des colonnes avec un management de la clé de cryptage. Bon, nous on travaille, on vous donne le support 24 heures par 24 pour vous aider à gérer votre base de données. Et puis finalement, les pratiques de configuration. Nous, on a créé un guide de sécurisation qui a été certifié par des agences du ministère de la Défense américaine. Ce guide est applicable et est accessible à tous nos clients. Bon, en résumé, 5 façons de vous préparer pour les RGPD. D'abord, il faut lire les RGPD.
Je vous recommande absolument de prendre le temps pour lire le RGPD, discuter avec vos collègues, consulter avec des consultants, parce que les bonnes pratiques sont toujours en développement et sont toujours émergentes. Il faut comprendre si vous êtes un responsable ou un sous-traitant. Il faut créer un inventaire des informations qui sont contrôlées par le RGPD. Il faut savoir quelles informations vous avez, où sont ces informations personnelles, ces données personnelles, et qui a l'accès à ces données personnelles. Donc, si vous avez des data warehouse ou des data lake, etc., il faut faire un inventaire et savoir où ces informations sont, et si vous avez bien le consentement des personnes concernées pour gérer et traiter de ces informations. Bon, quatrièmement, il y a quelques décisions clés qu'il faut prendre. Est-ce que vous avez besoin de ces données? Est-ce qu'il y a des données que vous pouvez simplement éliminer? Parce que les pratiques de minimisation sont les meilleures pratiques pour protéger les données. Des données que vous n'avez pas, qui ont été effacées, ne peuvent pas être violées. Est-ce que les serveurs sont bien protégés? Protection, accès physique, accès réseau, accès au host, identification et autorisation des utilisateurs, etc. Est-ce que les données sont bien protégées par des access control lists, de cryptage en transit, donc sur le réseau, et sur disque? Est-ce qu'on a des structures de sauvegarde et de recouvrement, de haute disponibilité, etc. Est-ce qu'on a l'auditing? Et je peux juste vous rappeler que l'auditing est très très important parce que vous n'avez que 72 heures après une violation des données pour notifier les autorités ou notifier les personnes concernées. Est-ce que vous pouvez utiliser le data redaction, le masquage, la pseudonymisation pour réduire le nombre de personnes qui ont accès aux données personnelles? Puis, il faut créer un processus pour identifier les violations et il faut créer un processus pour la notification parce que, de nouveau, vous n'avez que 72 heures. Donc, et puis, la dernière tâche, c'est de valider et tester encore une fois. Bon, prochaine étape, si vous voulez travailler avec Enterprise DD, nous, on est disponible pour discuter avec vous, pour mieux comprendre si vos infrastructures sont bien fiables et sécurisées, si vous avez le support nécessaire pour garantir le service et la sécurité. Je vous recommande, je vous encourage d'utiliser les entraînements gratuits qu'on a sur notre site web. Nous avons environ une douzaine de cours sur la configuration et le management de Postgres. Utilisez ces cours pour vous entraîner vos collègues et toute votre équipe. On vous encourage de vous certifier sur Postgres. Donc, nous avons tout un programme de certification et de nous, ça vous donnerait à votre équipe la certitude de bien comprendre Postgres et de bien l'utiliser. Puis, vérifiez si vous pouvez faire tout le support Postgres vous-même ou si vous voulez traiter avec Enterprise DB pour vous donner le support 24 heures par 24. Et à la fin, nous, on peut vous aider à créer une infrastructure fiable et bien sécurisée pour être en ligne avec le RGPD. Maintenant, Alexandre, je reviens à toi pour les questions. Oui, alors effectivement, on a quelques questions, on est un peu pris par le temps, donc on essaiera d'y répondre ensuite par email.
Alors, Étienne nous dit que donc la deadline est assez proche, ils sont donc très en retard. Il veut savoir quels sont les premiers conseils, voilà, pour les aider que vous leur donneriez pour se mettre en conformité avant la date la date D'abord, c'est finale. l'inventaire. D'abord, c'est l'inventaire. Si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas le protéger. Donc, l'inventaire, c'est là le moyen le plus important. Puis, dans cet inventaire, je vous recommande de d'abord essayer d'éliminer toutes les données personnelles pour lesquelles vous n'avez pas le consentement ou pour lesquelles le consentement n'est plus applicable ou des données personnelles qui sont, disons, trop âgées. Ce serait là la première recommandation. Puis, commencer avec en utilisant toutes les recommandations que je vous avais données d'abord, vérifier l'accès au serveur, l'accès aux données, et donc c'est là les deux éléments les plus importants. Et puis la haute disponibilité et le recouvrement, c'est là mon avis la troisième priorité. Mais d'abord l'inventaire, puis vérifier la protection et la protection contre les violations, et puis vérifier la protection contre les incidents techniques. D'accord. Enfin, j'avais une autre question effectivement qui était, est-ce que le GPDR spécifie une méthode d'encryption particulière et auquel cas, comment celle de Postgres fonctionne? Non, le RGPD ne recommande pas une méthode d'inscription particulière, mais je vous recommande là d'utiliser des clés donc quand même d'au moins 128 bits. Ou ma recommandation, ce serait de 256, une clé de longueur de 256, parce que toutes les autres clés, peuvent être craquées trop aisément. Et puis, dans Postgres, en utilisant PGP Crypto pour le cryptage des colonnes de données, vous pouvez varier la longueur de la clé. Et la même chose si vous faites le cryptage sur disque ou la protection SSL ou SSH pour l'accès au serveur. Ok. Écoutez, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question qui là s'adresse assez directement à toi, puis en tant que responsable produit développement chez EDB. Quels seraient les produits EDB qui aujourd'hui pourraient aider rapidement à se préparer à cette nouvelle réglementation? Bon, ce serait là d'abord le serveur, donc Advanced Server, parce que Advanced Server a des moyens de sécurité qu'on ne trouve pas dans standard Postgres. Par exemple, SQL Injection Attack, le auditing et le Virtual Private Database. Ce sera là la première étape. Deuxième étape, ce serait PEM pour la supervision. Et puis, troisième étape, ce serait IFM et BART pour la haute disponibilité et la sauvegarde et recouvrement. Ok. Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps. J'ai encore deux questions. Sinon, on y répondra par email. Qu'en est-il de ton côté, Marc? Je préférerais répondre par email parce que we're out of time. Ok. Dans ce cas-là, Ralid et Pierre, on vous répondra. Je connais déjà un petit peu Pierre. Je vous répondrai directement par email aujourd'hui ou demain. Écoutez, merci à tous et merci surtout à Marc d'avoir pris le temps aujourd'hui de participer, de faire cette présentation. On va vous envoyer donc l'enregistrement ainsi que les slides et on reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Très bonne fin de journée à tous et merci encore Marc. De rien. Bonne journée. Okay. Great. Not so many questions, but
We had 20, almost 30 people on Nice. Saturday. Hang up. Yeah,